Écoutez, bienvenue à tous et merci d'être là pour cette conférence CTO InShape Core AI 2025. La première conférence, elle va être donnée par Thomas Clavlou, Head of Data chez Encore Store. Je laisserai présenter, il se présentera mieux que je le ferai maintenant. Il va nous faire une présentation sur la partie IA conventionnelle et self-service analytique, comment les agents Dust redonnent du pouvoir aux équipes métiers. Bienvenue dans CTO InShape, le podcast qui vous amène à la rencontre des esprits les plus brillants du monde tech. Je suis Mathieu Calaoui et chaque épisode est une invitation à explorer les idées et les innovations qui façonnent notre avenir. Merci Mathieu pour l'introduction. En effet, je vais reprendre un peu la main sur la présentation, me présenter et ensuite vous parler comment on a réussi chez Encore Store à mettre à disposition la data avec les outils d'intelligence artificielle. L'enjeu, comme le disait très bien Mathieu en introduction, c'est que il y a à la fois des fantasmes, il y a à la fois un peu de mousse, on va dire ça comme ça, un peu d'émulsion autour du LLM, autour des outils qui sont mis à disposition des utilisateurs, puisqu'en fait on a énormément parlé de ChatGPT pendant 2-3 ans maintenant. D'un point de vue conversationnel, ça fonctionne très bien, sauf que nos entreprises aujourd'hui ont besoin de s'appuyer sur des outils qui ne sont pas exclusivement basés sur la conversation. Donc c'est pour ça que là en ce moment, depuis 1 mois, 2 mois, MCP est en train de prendre énormément d'ampleur. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard avec d'autres conférenciers. Moi, mon focus aujourd'hui, ça va être de parler de l'accessibilité de la donnée. Et chez Encore Store, on a eu plusieurs use cases. Et donc avant que MCP soit la vague, on s'est assez largement appuyé sur Dust. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Dust. En substance, ça fait 1 an et demi que je suis chez Encore Store. Encore Store, une marketplace de petits B2B, donc qui est un peu le Etsy du commerce indépendant, avec l'ambition de boxer dans la cour des grands face à des Amazon, des acteurs comme ça, mais en promouvant le commerce indépendant, c'est-à-dire des petites marques indépendantes qui veulent distribuer des produits, qui n'ont pas envie d'aller sur Amazon parce que c'est la guerre des prix, il y a énormément de marchands. Et pour autant, elles veulent conserver une expérience premium avec leurs commerçants et donc mettre à disposition des produits qui arrivent au bon moment, qui arrivent dans le commerçant partout en Europe et qui permet derrière d'avoir une expérience produit qui soit bonne dans des boutiques indépendantes. Et c'est avec ce pitch-là qu'Encore Store a été créé. Rapide survol, donc voilà, on est positionné dans le retail indépendant. On a été créé en 2019, série Seed, série A, série B, série C. La série C fin 2021, début 2022, 250 millions sur cette série C. Au total, on grantait le statut de licorne. Et aujourd'hui, on est dans une configuration différente. On veut se recentrer pas sur le métier de la marketplace, mais sur le fait d'être la one-stop shop plateforme pour principalement les marques et après à terme les retailers. Et notre pitch, donc, c'est faire gagner du temps et de l'argent à ces marques iconiques indépendantes qui veulent faire du business. Donc on est un acteur d'accélération de leur croissance. Et notre objectif, donc, c'est de connecter ces marques aux boutiques, puis leur fournir une plateforme qui permet de gérer de bout en bout leur business. En fait, c'est assez simple, hein. Les marques produisent un produit à un point A, et puis en fait, il faut qu'il arrive au point B rapidement, le bon jour, en bon état, au meilleur prix, de façon à ce que derrière, ce commerçant indépendant puisse vendre ces produits-là. Donc 3 piliers, la marketplace digitale qui met en relation, la partie revenu et sales up, donc une relation humaine sur mesure, puisqu'on n'a pas envie d'être Amazon où en fait vous avez juste un chatbot justement et aucun point de contact humain. Donc il y a aussi une approche sur mesure avec les account exécutives et les key relationship managers. Et une supply chain qui est pour partie internalisée avec notre propre entrepôt qui nous permet donc de capter ces produits qui sont fabriqués par les marques indépendantes et derrière les mettre à disposition rapidement sur le marché principal qu'on adresse. Voilà, quelques points, 300 000 retailers, 30 000 marques, donc des beaux sujets aussi au niveau des différents produits, 4 millions de produits actifs, 7 millions de produits all-up. Et donc un vrai enjeu à comprendre la donnée produit, la mettre à disposition des retailers et derrière que la transaction se passe bien puis qu'ensuite le produit arrive bien en bon état.
Je passe rapidement sur les marques et les retailers, c'est pas trop l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de parler de la façon dont on exploite l'intelligence artificielle et on la met à disposition chez Encore Store. On a assez massivement investi sur ce sujet depuis un an et demi. Et on a mis à disposition plusieurs features, plusieurs composants qui servent la marketplace aujourd'hui. D'un point de vue machine learning, purement, le fait de s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle pour créer des vecteurs. Warid parlera de ça bien mieux que moi puisqu'il est mathématique. Il est matheux alors que moi je fais semblant de l'être. Mais voilà, être en situation de pouvoir créer des objets mathématiques qui sont des représentations qui derrière sont comparables. On fait des mesures de distance, on fait des mesures de proximité. Donc on a assez massivement investi là-dessus il y a 9-12 mois. Une fois qu'on avait ces objets-là, on a créé un certain nombre de features. Donc c'est une partie du job qui est beaucoup plus technique que ce que je faisais il y a 5, 6, 7 ans, qui est de mettre à disposition de la donnée, pas d'un point de vue compréhension des enjeux business, dont on va plutôt parler aujourd'hui, mais d'un point de vue feature. Comme un service back-end, vous mettez à disposition un microservice qui a sa propre intelligence, ses propres règles business, ses propres contrats d'interface, ses propres enjeux de delivery. Et donc une des features dont j'avais parlé d'ailleurs au micro de TPC, c'était le fait de prédire la catégorie à laquelle appartient un produit de façon à le ranger au bon endroit, et un peu comme quand vous arrivez chez Carrefour, éviter qu'il y ait un paquet de pâtes qui soit en tête de gondole des bonbons, parce qu'en fait c'est là où ça se vend le mieux, parce que ça n'a aucun sens d'un point de vue expérience consommateur et expérience retailer. Donc on a ce vrai enjeu, les marques qui disent on veut être le plus visible, le plus accessible possible, et les retailers qui disent en fait on a envie de trouver le bon produit au bon endroit qui correspond à mes besoins. Et donc ce côté marketplace biface est assez intéressant à gérer aussi d'un point de vue feature. Et aujourd'hui on va surtout parler de cette troisième partie qui est la partie accessibilité. Une partie de mon activité est de mettre à disposition la donnée pour l'interne. Et aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, et en particulier en s'adossant sur des LLM, si on voit qu'en mettant à disposition la donnée qui, historiquement, était plutôt exploitée d'un point de vue BI, Analytics, vous avez le haut du data warehouse qui est connecté à un certain nombre d'outils qui sont consommés, soit directement avec des requêtes, soit indirectement avec l'outil qui permet de le transformer, de le visualiser, de le communiquer. Et en fait, si cette couche supérieure de votre data warehouse, vous la mettez à disposition, elle est consommable, vous avez la possibilité de l'exploiter comme un chat GPT, au lieu d'arriver en disant donne-moi la recette de la meilleure tarte aux pommes du monde, vous arrivez avec quel est le contexte de mon business aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, tel commerçant, qu'est-ce que je dois lui apporter comme contexte pour qu'il puisse apporter de la valeur et trouver les bons produits, quels sont les produits qui marchent bien, quels sont les produits qui sont tendances, etc. Et donc l'enjeu, c'est plutôt une approche d'insight avec la mise à disposition sans hallucination d'une donnée pertinente et fraîche qui permet d'apporter de la valeur autant en interne pour l'accessibilité à ces éléments décisionnels que à nos marques et à nos commerçants. 3 use cases aujourd'hui dont on va parler. Le premier use case, c'est la partie Analytics et Service. Donc là, on s'oriente plutôt à l'interne Encore Store. Donc le quoi, c'est accéder rapidement à de la BI qui est intéressante. Et j'insiste sur la partie intéressante, puisque un des travers avec lequel on m'a missionné quand je suis arrivé chez Encore Store, c'était on a 350 dashboards, un certain nombre de modèles qui tournent sur DBT. L'enjeu, c'est surtout de comprendre la bonne donnée, la bonne information. Et donc là-dessus, on s'est notamment appuyé sur les LLM pour justement assez vite drill down dans le contexte business et pouvoir avoir une réponse qui soit pertinente et bien contextualisée. Donc ça, c'est pour le quoi. Pour le qui, c'est des stakeholders, des middle managers, des personnes qui veulent accéder à de la donnée, qui sont à un moment de leur business. Tiens, je suis au milieu d'une feature et je veux comprendre quel est l'impact de la feature. J'ai tel enjeu de marronnier d'un point de vue commerçant, puisque j'ai tel showroom, telle activité promotionnelle. Je veux comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. Et donc la réponse, ça a été, donc je spoil un peu la suite, mais je l'ai déjà fait, au lieu de mettre à dispo un analyste dédié qui fait la requête, qui prépare le graphique, qui envoie le bon dashboard avec les bons bullet points d'accompagnement qui permettent de prendre la bonne décision éclairée, et à la place de ça, on s'est adossé à un agent Dust.
Deuxième use case dans la famille de la mise à disposition de cette donnée-là, moi, un truc qui me mettait vraiment en mouvement au début quand je suis arrivé chez Encore Store, c'est de me rendre compte que oui, il y a la partie décisionnelle pour l'interne Encore Store, mais on a également des marques qui veulent comprendre comment elles sont visibles sur la marketplace, qui veulent comprendre comment leurs produits sont consommés, comment ils sont vus, et on a des commerçants qui veulent comprendre quels sont les produits qui fonctionnent pas, là où ils vont pouvoir marger, de façon à ce que, en effet, le commerçant achète un produit, il se le retrouve pas sur les bras, il a acheté, il a investi du temps, il a déballé un carton, il l'a posé sur son étagère, et puis en fait le truc se vend pas. Et donc il y a aussi un enjeu côté commerçant au final de se dire, en fait voilà, tu achètes un produit qui est un peu iconique, qui est un peu sympa, que tu retrouveras pas dans le concept store 3 rues plus loin. Et donc il y a ces enjeux d'accompagnement tout le long de la chaîne du produit, du moment où il est fabriqué, quand on cherche à le distribuer, là on se met en situation de partenariat avec les marques, jusqu'au moment où le produit doit être distribué au consommateur final. Et là, cette partie-là de service et d'accompagnement des retailers, on l'a pour objectif, mais ce n'est pas encore la prio sur 2025. Là-dessus, on va avoir 2 use cases. Accompagner la production de contenu. Donc le quoi, c'est comprendre qu'on a une production de contenu produit qui décrit bien le produit. Et là, c'est les account exécutives qui sont internes à Encore Store, mais qui accompagnent les marques. Et notre pitch, c'était on va proposer un catégorie manager dédié qui maîtrise chaque verticale, qui a une certaine percussion au niveau de l'accompagnement de cette marque. Et le dernier use case, dernier agent Dust dans lequel on va parler, c'est comprendre dans le détail, et là j'insiste assez largement, puisqu'en fait on avait des besoins ultra pointus. Ce produit-là, il est ranké rang numéro 8 sur tel search terms, donc une approche vraiment très drill down. J'interagis avec la marketplace, je recherche telle typologie de produit, je mets tel mot-clé, comment c'est possible que je remonte au-dessus, en dessous de mon concurrent. Et donc on a des approches extrêmement pointues là-dessus. Et là, c'était plutôt du data science qui connaît bien le moteur de ranking, qui est en mesure d'accéder à ce contexte-là et de fournir une réponse qui soit pertinente. Un seul objectif, KISS, vous connaissez l'acronyme Keep It Stupid Simple, avec l'objectif qu'il faut parler en langage naturel, il faut que ce soit intelligible, il faut que ce soit clair. On est face à des marques et des retailers qui ne sont pas très data savvy, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire pas très à l'aise avec de la donnée, et donc il faut que ce soit ultra pédagogique. On est parti pour la démo. Et donc on a travaillé massivement avec Dust. Alors Dust, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'on est assez peu à pas connaître Dust autour de la table. Dust, c'est la solution qui s'est dit, l'intelligence artificielle c'est génial, mais en fait c'est compliqué de rentrer dedans. Même à l'époque où ChatGPT perçait en chatbot. Et Dust s'est dit, en fait, il faut trouver une façon de mettre à disposition cette intelligence artificielle dans la main des collaborateurs pour que les entreprises l'exploitent. Et nous, on a exactement ce pitch-là. On veut mettre à disposition cette donnée de façon à ce que les décideurs chez Encore Store et les marques et les commerçants qui travaillent avec Encore Store puissent accéder rapidement à ces informations-là. Donc, on a mis à dispo un premier bot assez simple qui... je vais reprendre un peu l'exemple, histoire qu'on gagne un peu de temps sur la démo. Je veux comprendre quelle est la grosse merchandise value, c'est-à-dire le volume d'affaires que l'on a fait sur une catégorie. Alors, je vais prendre un exemple pour ne pas spoiler l'effet démo. On va quand même aller s'intéresser à une catégorie. Allez, c'est parti. On va descendre il est 10h17. On va aller travailler dans l'épicerie et boissons et les chips et les encas sur des biscuits apéritifs. C'est un petit peu tôt pour le début de la matinée, mais comme ça, vous voyez vraiment l'effet démo. Hop, on s'intéresse à une catégorie en spécifique. Je veux savoir le volume d'affaires qui est généré et je prompte en langage naturel. Mettons que je suis un catégorie manager qui veut accéder au volume d'affaires sur les 12 dernières semaines pour voir s'il y a une bonne tendance. Et donc, je travaille en langage naturel avec ce moteur-là. Pendant que ça mouline, je vous fais un peu l'histoire qui est derrière. Le pitch d'un point de vue technique, c'est de mettre à disposition notre modèle de données
et les données qui sont sous-jacentes. Puisqu'en fait, le modèle de données, il va vous dire, OK, on a tel schéma de table, il faut que la table des commandes, j'aille la chercher à tel endroit. Mais donc, vous pouvez potentiellement avoir le schéma de la table, mais vous n'avez pas accès au record de la table. Vous n'avez pas accès à la donnée qui comporte l'information elle-même pour savoir si vous avez vendu 1, 2 ou 3 produits. Et donc là-dessus, on a deux objets qu'on a mis à disposition de notre bot data. Le premier objet, c'est bien sûr les schémas des tables pour qu'il n'y ait pas d'hallucination, pour qu'il aille bien comprendre quelle est la table qu'il faut aller chercher, qui comporte quelles données. Et deuxième tuyau qu'il faut ouvrir, c'est celui de la donnée elle-même. Et donc, on a ouvert un connecteur grâce aux équipes Dust. On a ouvert un connecteur entre Dust et BigQuery. Ils étaient assez avancés sur Snowflake, mais on les a un peu challengés pour être sûr qu'ils ouvrent également BigQuery. De façon à ce qu'on puisse avoir un service account. Donc, je passe un peu rapidement sur même si on a probablement une audience assez technique. On a ouvert une liaison sécurisée entre l'UI de Dust et nos tables BigQuery de façon à ce que la requête puisse se faire et que certes on puisse accéder à la requête potentiellement qu'on aurait pu copier-coller et puis la réexécuter dans notre infrastructure. Là en fait on ouvre un tuyau direct ce qui permet à des middle managers et des stakeholders de simplement avoir accès à l'agent data, à l'agent Dust et derrière de pouvoir assez rapidement prendre une décision par rapport à ce qui est généré au niveau du contenu. Ça mouline un petit peu, donc l'effet démo, et pour pas perdre de temps, je vais retourner sur l'analyse que j'avais fait la dernière fois. À la fin, on arrive à un insight qui est exactement ce qu'on a demandé, avec exactement l'information. On peut aller, c'est ça qui est génial avec Dust, on peut aller inspecter. Si on est un peu technique, on peut aller inspecter ce qui a été fait pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans la façon dont la requête est produite. Donc en fait, une des choses qui me plaît particulièrement avec cette partie-là, c'est qu'il y a la réponse véridique et en plus il y a une façon d'ouvrir la boîte et de ne pas avoir cet effet black box. Et ça c'est cool parce que ça nous permet donc d'avoir un élément de rassurance auprès des décideurs qui disent ok, certes c'est de l'intelligence artificielle mais j'ai pas une hallucination profonde sur à la fois mon modèle de données ou la donnée qui transite. Et à la fin je récupère l'ensemble des informations qui m'intéressent avec les fluctuations, les insights, et cette partie-là me plaît énormément aussi parce que dans le volet self-service qu'on a déployé chez Encore Store, faire un graphe c'est très bien, en fait analyser la tendance, être en mesure de comparer le avant, le après pour savoir s'il y a un impact, si c'est important ou pas, là pour le coup c'est stratégique. Je reviens sur le premier prompt que j'ai fait pour que l'effet démo ne soit pas cheaté par un truc que potentiellement j'aurais pu précharger. Vous voyez que ça y est, l'agent Dust a terminé, a répondu. Il démocratise un petit peu ce qu'il a fait. Voilà, il dit pour générer la visualisation, j'ai écrit une requête SQL, voilà ce que j'ai fait, j'ai limité le résultat de données. Et en fait, on a des tendances et des fluctuations. On peut enchaîner, on pourrait lui dire voilà, est-ce que tu considères que il y a un petit piège. Alors du coup, on va réadapter notre requête puisque c'est sur la catégorie 1382. Hop. Et là, je lui pose une deuxième question pour deep dive. Je me mets en situation de ce stakeholder qui dit je comprends pas pourquoi cette catégorie elle sous-performe par rapport aux autres, ou alors j'ai mon boss qui m'a dit c'est bizarre, tu es responsable de cette catégorie et en fait elle est moins visible, elle est moins percutante. Et donc là, je lui demande de se comparer par rapport aux autres catégories, savoir si en fait il y a un effet saisonnalité au cours de la semaine, est-ce qu'il y a des raisons pour ça, etc., etc. Et là, on itère à nouveau, on descend dans la profondeur du modèle de données, on essaye d'injecter de l'intelligence d'un point de vue business. Et grâce au contexte, grâce au RAG qui est derrière, on récupère une certaine capacité d'analyse en langage naturel qui permet à des décideurs business d'injecter toute leur intelligence business dans un tooling technique qui initialement était vraiment vu comme un tooling technique et aujourd'hui qui est en mesure d'adresser une certaine profondeur d'insight dans la façon dont on accède à notre information, à notre business et à la santé de notre business. Et là, vous voyez qu'il
il me sort un rapport. C'est toujours en train de mouliner, ce que j'avais fait hier pour le créer. Il me sort un rapport, il nous met la saisonnalité hebdomadaire, il nous donne la part de la catégorie dans l'ensemble des catégories données, etc., etc. Et donc, on a un certain nombre d'insights qui dit, bah oui, vous voyez, ça fluctue. C'est surtout cette catégorie-là qui est consommée le mardi et le vendredi, beaucoup moins le samedi, dimanche. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça nous permet de dire, potentiellement, je vais aller changer l'animation de ma marketplace pour promouvoir cette catégorie-là, parce que je vois bien que les gens qui se connectent le mardi, ils ont une sensibilité particulière à cette catégorie-là. Voilà un peu pour les insights sur ce premier bot. Je reviens sur la partie suite. En substance, on est en mesure d'accéder à de la donnée rapidement, qui permet de récupérer un contexte business précis et intéressant par rapport à mes questions et mes prompts. On a cet analyste qui produit le graphe, qui le fait instantanément, et donc avec la puissance des LLM, vous n'avez pas cet effet ping-pong entre les stakeholders métiers d'un côté et les analyses de l'autre. En fait, c'est jamais le bon moment, c'est jamais c'est jamais le bon insight. Il faut itérer, il faut mettre des réunions, etc., etc. Et en fait, vous avez rapidement 1 semaine, 2 semaines de latence entre votre question business et votre réponse analytique. Et donc ça nous permet assez vite d'avancer là-dessus. La suite, elle est assez simple. Vous voyez là, vous avez à droite le modèle de données. La suite, c'est do nothing. Alors sur ce premier use case, je le fais assez rapidement. Le pitch fonctionne bien, la connexion fonctionne bien. Ouais, on a connecté notre repo Git DBT, ce qui permet d'avoir une fraîcheur de la donnée, puisque ça reste la source de vérité d'un point de vue technique sur la transformation des modèles de données. On a BigQuery à côté qui se connecte avec un service account dont on assure que le service account accède juste aux tables que l'on veut qu'il puisse accéder. Un certain nombre de requêtes qu'on a mises à disposition, parce que bien sûr on a des analystes qui sont toujours actifs dans la production de SQL de façon à entraîner l'agent, et au-dessus on a l'agent qui se connecte et qui produit les insights. Voilà en substance un peu sur ce premier use case. Et voilà, et donc le LLM, vous avez vu, j'ai meublé un tout petit peu. Le LLM nous a produit notre insight, il nous a fait nos analyses, il nous propose l'analyse comparative, il nous dit le pourcentage d'évolution sur cette catégorie 1382 qui était mon exemple de ce matin, et on a une analyse comparative. Vous voyez, sur cette catégorie qui n'était pas celle que je vous présentais initialement, on voit plutôt que la tendance elle est au mercredi-jeudi, et donc si je suis catégorie manager, je vais voir mon boss et je lui dis en fait j'aimerais bien qu'on soit un peu plus visible sur la fin de la semaine, parce que c'est là où potentiellement les produits de cette catégorie là ont un certain attrait. Voilà en substance, vous avez compris la logique sur l'analytique, et ensuite on a répliqué ça en externe. C'est très bien de mettre à disposition l'analytique self-service dans l'entreprise, mais on a un reach qui est lié au nombre de collaborateurs avec lequel on collabore. Moi, ce qui me plaît énormément dans la partie analytics, c'est cette donnée au sens produit, c'est de la mettre à disposition pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc vous voyez que cette façon-là qu'on a fait de présenter le modèle BigQuery et de le mettre à disposition, on peut l'imaginer sur l'ensemble des services techniques, l'ensemble des features avec lesquelles on veut collaborer. Et donc sur la partie empowerment des sales, on a également travaillé sur le fait de rentrer avec un besoin bien spécifique. Là, on ne travaille plus avec le fait de travailler la donnée analytique, on va travailler avec la donnée de ranking. Donc au lieu de connecter BigQuery, on va connecter l'élément qui est responsable du tri des produits au sein d'une catégorie donnée, de façon à comprendre, tiens, je travaille avec telle marque en spécifique, et donc on va enchaîner sur ce deuxième use case. Je travaille avec la brand 34 833, donc par exemple, je suis sur une catégorie bien spécifique. Allez, on va aller sur les chips. Et là, je me mets dans la peau d'une marque qui dit voilà, moi je suis Mademoiselle Braise, j'appelle Encore Store, j'aimerais que mes chips de sarrasin elles soient les plus visibles possibles, parce que je suis une marque indépendante et je veux distribuer mes produits. Et en fait, je me rends compte que je boxe face à Superbon, So Chips, SARL Krusty Braise, etc., qui sont devant moi dans le ranking. Et donc ça me convient pas, et donc là on va dire que allez, on prend la marque 1575, hop, on va retourner ici,
15,75. Et puis, j'aimerais bien comprendre pourquoi ce produit, hop, on va retourner ici, qui s'appelle 80 006, hop. Il n'est pas ranké plus haut dans cette catégorie chips qui est la catégorie 80, qui est la catégorie 1380. Et donc là, si vous avez suivi le use case, premier use case, on est dans une démarche où on met à disposition la donnée analytique d'un point de vue BI. Là, on est dans une démarche différente. Il faut qu'on interroge l'élément technique qui est responsable du ranking des produits. Et donc aujourd'hui, c'est également la data platform qui gère cette partie-là. Et la solution technique s'appelle Elasticsearch. Et donc assez simplement, au lieu de se connecter, comme je vous le disais tout à l'heure, au lieu de se connecter au repo Git qui accède le modèle de données et à BigQuery qui porte le knowledge, eh ben on va se connecter à Elasticsearch qui porte le ranking et potentiellement à BigQuery pour rajouter des informations sur ce ranking. Parce que on a un certain contexte business qui est toujours stocké dans BigQuery, qui reste la référence pour comprendre le passé, la diversité des données qu'on a à disposition, etc. etc. Et donc je retourne sur mon agent, voilà, qui consomme. Donc là pareil, on va retourner sur mon premier exemple. J'ai posé exactement la même requête, je travaille avec une brand ID et puis là il nous dit j'ai interrogé Elasticsearch, j'ai compris comment ce produit était ranké. Je pars du principe qu'il n'y a pas de personnalisation par-dessus qui changerait les éléments de ranking par rapport à le fait que j'ai déjà été intéressé à ce produit 3, 4, 5 fois. Et là-dessus, on amène à un enseignement qui dit oui, je vous confirme que ce produit, bon là en l'occurrence j'avais essayé avec un produit bougie, il est bien actif et en stock, donc il va pouvoir remonter. Et là, on a des éléments super intéressants et très pointus d'un point de vue technique qui démocratise et qui démystifie les éléments de ranking. Comme on s'adresse à une population de account exécutive, on peut lui dire, en fait, voilà, sache que ton produit, il est fonction des éléments qui ont été mis au panier précédemment. Et donc, plus ton produit il est mis au panier, plus il a de chances de remonter de façon visible en haut des résultats, parce que c'est ça qui va maximiser l'intérêt des utilisateurs par rapport à cette catégorie dans laquelle on est rentré. Et donc, si tu n'es pas content parce que tu as un mauvais ranking, probablement que ton produit n'a pas été beaucoup mis au panier. Ou alors, tu as d'autres produits de cette même marque qui sont plus visibles, plus intéressants, mieux positionnés. Et donc, on a une certaine pédagogie autour d'un élément qui est le plus technique, je pense, dans un e-commerçant, qui est le catalogue produit lui-même. Pourquoi, quand je rentre dans telle catégorie, mon produit il est à tel endroit et pas à tel autre. C'est ça qui fait toute la performance d'exploration du catalogue et derrière la partie transactionnelle pour mettre au panier, commander et in fine générer de la valeur pour l'entreprise et pour les marques avec lesquelles on partner. Donc voilà, en substance sur ce deuxième use case, je refais un focus sur comment on a été en situation d'accompagner donc ces account executives qui sont en charge de marques et qui veulent les accompagner. Et donc là, on a un catégorie manager qui dit oui, je sais que telle marque, elle voudrait être plus visible, sauf qu'en fait son produit il a moins bien performé que les autres. Et potentiellement, on est en mesure d'accompagner d'un point de vue humain, mais on pourrait connecter ce tooling-là aux marques en pseudonymisant un petit peu ou en reprenant un peu de hauteur sur le volet business pour expliquer comment ça fonctionne. Et là-dessus, ça nous permettrait donc d'avoir une présentation très concrète des enjeux business d'une marque donnée dans une catégorie donnée pour qu'elle puisse avoir une croissance dans son volume d'affaires. La suite, c'est autant sur la partie analytics, on ne va rien toucher, autant sur la partie cette partie empowerment, on a vraiment envie de monter sur le dernier socle technique qui nous est permis, et donc on va monter un MCP qui potentiellement va pouvoir se connecter avec Elasticsearch et donc on a un certain nombre de tools qu'on va mettre à disposition. Donc pour ceux qui sont familiers avec MCP, on va builder ce MCP serveur qui est en charge de la démocratisation du ranking des produits. On va lui connecter les différents tools qui nous intéressent, et puis à la fin de la journée on postera ça côté client
client côté front-end, de façon à ce que ce ne soit pas un agent Dust qui accède à cette information, mais que ce soit potentiellement un front-end qui, derrière une mécanique d'authentification, peut accéder simplement à son brand ID de façon à récupérer tout son contexte sur la marque donnée. Voilà en substance. Il est toujours en train de mouliner parce que là clairement il y a un peu plus de muscles, parce qu'il va falloir se connecter à Elasticsearch et récupérer ces informations-là. Donc je vais enchaîner avec le dernier use case. Le dernier use case, c'était assez simple, mais au lieu de travailler sur les éléments de catégorie ranking, on travaille sur les éléments de search. Et alors là, autant vous auriez pu m'opposer que en fait, connaître les 390-400 catégories d'Anchor Store, c'est encore à un niveau de cardinalité qui est raisonnable. Autant à un niveau search, vous imaginez le nombre de différents search terms qu'on peut mettre dans un moteur de recherche, et derrière, alors là je reprends l'exemple qui me faisait délirer hier soir, du saucisson au piment d'Espelette. Oui, j'avais très très faim hier soir. Et donc vous imaginez toutes les combinatoires qui sont possibles dans toutes les langues qui sont possibles. On a une cardinalité qui là est plus gérable. Et donc dans ce troisième use case dont je vais vous parler, on est dans une configuration où on se dit tiens, je comprends pas que quand j'ai mis saucisson au piment d'Espelette, mon produit il n'arrive pas à monter, quoi. Et là on est dans cette configuration où à nouveau on va appeler les mêmes tools, ici Elasticsearch et l'historique des précédentes requêtes, toujours stocké dans BigQuery, et on vient démystifier les éléments de ranking qui sont faits en fonction des search terms qui sont mis à disposition. Ça veut dire assez simplement, vous mettez saucisson, vous avez un premier résultat, vous mettez saucisson piment d'Espelette, vous avez un deuxième résultat parce qu'il y a des mots-clés additionnels piment d'Espelette qui sont mis à disposition, etc. etc. Et à la fin de la journée, on a une explication qui nous dit voilà, j'ai de façon très précise un nombre de points qui sont associés à ce produit-là. Donc le saucisson au piment d'Espelette, ce fameux produit qui termine par 77, il a 70 points. Sache que le premier produit, il est à 73 points. Et donc, si toi, tu veux aller maximiser ton ranking sur ce produit-là, il va falloir que tu aies un matching au niveau des termes qui sont employés qui soit le plus précis possible. Potentiellement, on applique un boost. Donc, bref, on a un certain nombre de règles business qui sont appliquées dans la query Elasticsearch, dans le moteur Elasticsearch qui vient interpréter des mots-clés et qui, derrière, en output, fournit un certain nombre de produits qui sont d'abord sélectionnés et ensuite des produits qui sont triés, rankés en fonction d'un certain nombre de composants qui font les règles business. Et donc là, on vient démystifier toute cette mécanique-là qui, vous imaginez, est super complexe à appréhender d'un point de vue humain. D'un point de vue technique, vous avez probablement un ingénieur qui a fait une partie de la requête, puis derrière, vous avez le moteur Elasticsearch qui s'exécute, etc., etc. Donc, aller descendre toute la chaîne dans la query, s'intéresser au contexte technique, puis après remonter toute la chaîne pour la démocratiser en langage naturel, dans une certaine taille de boîte, vous avez 10 personnes qui doivent se parler mis bout à bout. Là, vous avez un raccourci assez important qui est mis en place et grâce au langage naturel, vous avez la possibilité, grâce au LLM, vous avez la possibilité de démystifier cette notion-là et potentiellement, c'est toute la puissance du LLM, vous pouvez retravailler sur cette première output qui est fournie pour dire j'ai pas compris, double-clic sur telle notion, explique-moi pourquoi ci, pourquoi ça, etc. etc. Et à la fin, on peut en plus aller sur des actions business, comme il y a du contexte derrière le besoin. On a une action business qui dit si tu veux être mieux ranké, tu modifies ton titre de produit, tu améliores ta performance d'ajout panier. Donc là, en l'occurrence, la marque va dire oui, c'est compliqué de mettre plus de produits au panier, mais au moins on a une bonne éducation qui est la réalité, c'est que ce produit-là, il est pas assez performant d'un point de vue ajout panier, donc peut-être qu'il faut lui dire en fait ton prix est trop élevé, ou alors le poids de ton produit n'est pas adapté à tes concurrents, et donc là il y a un focus à faire sur est-ce que tu es bien placé sur ton produit par rapport à tes concurrents qui sont distribués dans la marketplace, et améliorer autant les ingrédients d'un point de vue descriptif que les ingrédients d'un point de vue algorithmique, et là c'est la performance d'Add to Cart qui aujourd'hui est pointée du doigt.
Voilà en substance pour ce troisième use case. Et donc sur cette partie-là, on va également travailler sur du MCP, mais c'est également surtout un enjeu de retravail back-end pour être sûr de packager d'un point de vue technique nos services de façon à ce qu'ils puissent se connecter assez facilement à ces agents-là. Puisqu'en fait, vous êtes sur une approche, vous savez, sur MCP, vous êtes une approche où il faut être top-notch sur les API parce que vous faites percuter par un MCP serveur. Et donc, vous avez beaucoup de dialogue qui est fait entre le MCP serveur et l'ensemble des API avec lesquels il interagit. Derrière, vous avez des enjeux de tokens qui sont mis à disposition des LLM et donc potentiellement ça peut coûter très cher si vous avez une mauvaise description de vos endpoints et donc potentiellement un choix par le LLM qui est fait de ne pas appeler la bonne API, etc., etc. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là qui sont à adresser, certes d'un point de vue feature MCP si vous voulez le faire pour vos clients finaux, mais également dans ce use case-là qui était plutôt orienté interne. Voilà en substance pour ces use cases-là. On peut passer sur la phase de questions s'il y en a. Sinon, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Déjà, à titre personnel, avant de te relayer plusieurs questions, je tiens à dire que je pense que en termes de maturité sur l'utilisation de l'IA par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, je pense que clairement votre utilisation, en tout cas les use cases que tu as pu montrer au sein d'Encore Store, vous êtes quand même très en avance, donc c'est super de t'avoir eu ici parce qu'on voit quelqu'un qui a bien compris les enjeux, qui a bien compris tout ce qui était possible de faire avec l'IA, toute la valeur que ça peut apporter, aussi bien en interne qu'en externe. D'ailleurs, j'étais étonné que tu parles même de MCP directement. Donc, si je comprends bien, c'est des MCP que tu veux exposer à tes clients directement. Exactement, on est en train justement d'exposer un certain nombre de MCP à nos clients dans certains use cases. Et là, le premier use case qui m'intéresse, c'est d'accompagner les marques en leur disant, en fait, on t'ouvre la black box du ranking et on t'aide. On te démocratise pas tout parce que c'est un challenge. Et après, derrière, entre guillemets, on ouvre tous nos éléments de ranking. Donc, il peut y avoir des effets pernicieux sur tiens, je vais aller cliquer souvent ce produit, etc. etc. Mais avoir ce côté partenariat dans la distribution. Parce que et Amazon est aux antipodes de ça. Amazon, il dit donne-moi ton produit et puis après, je t'accompagnerai pas du tout sur la partie distribution. Nous, on veut vraiment être en situation de partenariat avec ces marques-là, les accompagner et dire on n'est pas une marketplace qui prend une commission, on est un vrai acteur de croissance de votre business et on vous accompagne et on vous aide le mieux possible en vous donnant les bons conseils de prix, de description, etc. Super. Est-ce que vous avez prévu de remplacer toute votre BI, toute la BI, donc j'imagine qu'en interne, c'est les outils classiques type Tableau ou quoi qu'est-ce, par les analytics basés sur les LLM? Ouais, c'est une bonne question et la réponse est plutôt non. On s'est posé la question, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est que à chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, le mécanisme de mémoire des LLM aujourd'hui n'est pas assez, ne peut pas se permettre de stocker l'ensemble de cette information. Et donc vous êtes en situation, quand vous avez un besoin, de poser la question et de récupérer votre réponse. Mais probablement demain, après-demain, et la BI classique, on est surtout dans ces use cases-là sur on va dire 2/3 des dashboards où en fait toutes les semaines je veux monitorer mon activité, je veux être sûr que j'ai les bonnes informations, etc. Et donc moi je fais une scission très nette entre je sais que ce reporting là il est stratégique, je sais que je veux tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, m'assurer qu'il y a du business qui rentre dans ma marketplace. Donc là, on est sur vraiment de la BI au sens classique du terme. Et le deuxième piège qui était un peu le cas chez Encore Store, c'est que quand vous avez un besoin ponctuel par rapport à un projet sur un quarter donné, vous avez des stakeholders qui tombaient sur mon équipe analytics et qui disaient fais-moi un dashboard pour me parler de tel problème, de tel enjeu, de tel contexte. Et là, en fait, on est dans une approche jetable et donc on a tous les problèmes classiques d'une entreprise où en fait il y a des enjeux de priorisation sur ses besoins de delivery BI, il y a des enjeux de est-ce que c'est utile, pas utile, il y a des enjeux d'itération dont je parlais tout à l'heure où en fait c'est jamais exactement ce que le stakeholder veut. Et puis en fait on se rend compte que 2 semaines plus tard, soit le projet a été shippé, soit l'initiative a monté un step de version, de maturité, et puis en fait on n'a plus les mêmes enjeux de monitoring. Et ce dashboard-là,
dashboard-là, il moisit, il doit être toujours maintenu parce qu'on a un modèle DBT qui est derrière, etc. etc. Et donc, on se met dans une situation de création de dette d'un point de vue BI. Et ce que je trouve top avec les LLM, c'est que cette dette-là, elle est réduite parce que la donnée, elle est toujours à disposition d'un point de vue technique data warehouse. En revanche, la façon de la consommer et de l'interagir, elle est plus volatile, plus drill down, plus contextualisée. Et donc, potentiellement, dans un mois, vous n'aurez pas la même question à poser à l'agent. Je crois qu'Ouarid, tu as une question. J'ai une question. Oui. Super exposé. Tu m'as tué sur le piment d'Espelette, mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. D'ailleurs, il faut que tu me gardes Mikado. Hein, non, j'avais une question un peu plus sérieuse que ça. Ce qui complète un peu d'ailleurs la dernière question que tu as posée, Khalid. Imaginons que le stakeholder dont je parle, c'est le patron de la boîte. Et que la question qu'on peut se poser, c'est j'ai formulé ma question une bonne fois pour toutes. Tu vois le lien. Ouais. J'ai un dashboard qui j'aimerais bien l'avoir, je veux le voir tous les matins. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs tes démos étaient cool là-dessus, c'est si je l'ai formulé en français ou en anglais, hein, en plain English comme ils disent, une bonne fois et que tu arrives à avoir un moteur qui arrive à le traduire, j'ai vu tes commandes, BigQuery, etc., c'est vachement bien. Est-ce que c'est une photographie définitive ? Ou alors c'est un film que je peux rejouer ? Alors, c'est pas exactement un dashboard, mais c'est une question que je me pose souvent. Moi, entre guillemets, CEO. Ouais, absolument. Je me repose régulièrement cette question et peut-être que la commande SQL selon les dates, elle sera pas tout à fait pareille sur la même requête que j'ai exprimée de manière cartésienne en français. Je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce que c'est une perspective envisagée par Dust ? Oui, mais c'est un très bon problème. C'est un très bon point. Il y a deux éléments de réponse que j'identifie là à chaud. Le premier, c'est que, comme je le montrais tout à l'heure dans la démo, Dust ouvre le capot et démystifie un petit peu la requête. Et donc, tu as la possibilité, si tu as un minimum de compréhension du SQL, mais le CEO, je ne connais pas si Nico est très bon en SQL, mais je lui poserai la question. Justement, c'est là où c'est de la valeur, parce qu'il n'a pas besoin d'être bon en SQL. Voilà, mais pour contrôler que, comme tu dis, la requête SQL ne change pas quand tu te la poses semaine 1 ou semaine 2 ou semaine 3, il y a cette mécanique de contrôle qui demande, on va dire, de regarder la photographie SQL à la limite. C'est un peu comme de l'art abstrait. Bon, vous ne savez pas exactement ce qui est dessiné, mais vous voyez que les formes se ressemblent et côté SQL, on peut tirer la métaphore jusque-là. Donc, je pense que le fait de démocratiser et de démystifier ce qu'il y a dans la black box contribue un peu à cette réponse-là. Ce que je vois aussi dans les solutions de BI, c'est qu'elles veulent leur part du gâteau sur ce marché-là. Et donc, ce que Dust fait très bien d'un point de vue jetable avec cette conversation, avec un chart qui est produit à la volée, un certain nombre de solutions BI veulent également aller chercher ce morceau-là. Et tu as Looker, par exemple. Et tu as exactement Looker, Looker, Tableau, enfin, il y en a beaucoup qui te promettent de parler avec cette donnée-là, voire même de builder à la volée les dashboards. Et donc, sur ce use case que tu présentes, je crois un peu plus au fait, au lieu de tomber sur un analyste ou un BI spécialiste qui va préparer le dashboard, qui va préparer le modèle de données, etc., le transformer, et puis ça prend du temps de le faire à la main, plutôt aller sur la solution de BI, interagir en langage naturel, dis fais-le-moi une bonne fois pour toutes, et une fois que tu as ces éléments-là, tu le mets à disposition et tu le gardes sous le coude de façon à ce que ton CEO puisse aller le consulter tous les jours, toutes les semaines. Génial, merci beaucoup. Je t'en prie. On a quelques questions qui viennent du chat. Je te les cite verbatim. Adam Bennikou qui dit alors un data analyst de poche 24/24, c'est pas mal. Et c'est vrai, effectivement. Et la question, c'est est-ce que vous êtes parti sur des agents IA spécialisés pour certains types de requêtes ou bien sur un agent généraliste ? Non, alors là-dessus, Dust nous packageait un agent IA généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, on a un LLM qui sont ceux du marché. Hein. On peut citer Claude, on peut citer OpenAI, on peut citer Perplexity, même si ce n'est pas trop le use case, etc. Donc, on est plutôt dans une config d'un LLM qui est standard. Et derrière, là où je trouve que la beauté c'est d'être spécifique dans le contexte que vous mettez à disposition. Et donc, c'est pas tant dans le LLM que vous êtes précis, c'est dans le RAG. Et donc, et là, avec cette configuration-là, pouvoir pointer du doigt un contexte spécifique, une table spécifique, un modèle de données spécifique, vous allez derrière assez facilement aider le LLM à dire, en fait,
tiens, regarde, voilà mon besoin, je te pose sur étagère les trucs dont vraisemblablement tu vas avoir besoin. Et en fait, vous lui pavez un peu le chemin pour aller chercher la solution. Donc, pas d'agent, pas de LLM custom. On aurait pu aller sur un Llama 3. On a essayé chez Encore Store, ça remonte quasiment à 1 an. On s'est rendu compte que le coût à l'entrée était assez significatif. Donc j'ai plutôt choisi l'approche de prendre le best of breed sur le marché et par contre de ramener tout de suite le contexte spécifique à Encore Store d'un point de vue BigQuery, d'un point de vue Elasticsearch, d'un point de vue Semantic Layer de DBT et lui dire en fait voilà, il y a tout qui est ici à disposition, fais ton effort, fais ton marché pour aller chercher les informations qui t'intéressent dans notre contexte Encore Store. Ok. Autre question par Toffman. D'ailleurs, je crois que je vois qui est Toffman. Donc, si tu me regardes, salut Christophe. Toffman qui demande les informations remontées par catégorie ranking expert sont de la configuration exclusivement. Et quid des détails d'implémentation éventuels et le code qui peut avoir son impact? Absolument. Alors il y a 2 choses en effet sur ces éléments de catégorie. Tu as du paramétrage dans la façon dont tu décris ton arborescence, ton fil d'Ariane dans tes catégories qui sont chez Encore Store. Mais derrière, tu pointes vers soit le Git qui own la connaissance d'un point de vue technique, donc le code lui-même que tu décris, ou Elasticsearch, où tu lui dis, en fait, voilà l'endpoint d'Elasticsearch qui est responsable et qui implémente ta logique de catégorie ranking. Donc, tu as un peu des deux. Tu as le paramétrage qui est, entre guillemets, la surcouche que tu mets dans Dust, qui pointe sur la table les pots qu'il faut aller chercher, les contextes qu'il faut aller exploiter. En revanche, derrière, tu mets, et je pense que c'est là où Dust a pas mal d'enjeux face au MCP pour être sûr de ne pas se faire bouffer des parts de marché. Tu as aussi la possibilité de pointer vers des tools qui sont externes à Dust et à ton contexte et qui, eux, portent la connaissance d'un point de vue technique. Parce que tu appelles ton API, tu lui dis, une fois que tu as compris que c'était la catégorie 1, 2, 3, 4 du produit ABCD qu'il faut aller chercher, ça va aller chercher spécialement ces 2 éléments-là dans ton API. Et puis l'API... au même titre qu'un service technique, ça te répond une réponse qui est dans ton contrat d'interface, dans ton contrat API, qui te dit, oui, ce produit-là, dans telle catégorie, il va être ranké 3, 4, 5, et puis tu as ton JSON avec l'ensemble des produits, et derrière, le LLM va se dire, OK, le produit ID que je cherche, je vais dérouler les 100 premiers résultats du JSON, parce que nous, on indexe les 100 premiers produits sur la catégorie chez Encore Store. Paf, il récupère le product ID sur l'élément 8 du JSON, j'ai n'importe quoi, et il te dit derrière, OK, j'interprète que tu es ranké numéro 8 parce que j'ai interprété la réponse de ton API et je sais derrière la démocratiser d'un point de vue langage naturel pour que toi, œil humain, tu puisses interpréter et comprendre. On va passer. Merci pour la réponse. Merci, Thomas. On va passer sur la dernière question, peut-être. Ouais. Dernière question. Il y en avait pas mal. Enfin, c'est preuve de l'intérêt que ton génère. Question de Craft Academy. Le besoin en analyse de données pour des graphes ou autres définit la modélisation de la donnée côté Data Warehouse. Comment vous faites pour avoir des performances acceptables, peu importe la query? Ça, c'est quelque chose qu'on laisse aux vendors. Si vous exposez la donnée BigQuery, vous savez que vous avez des outils techniques pour accéder à la donnée dans BigQuery avec du CLI ou une API. Et donc, en fait, derrière, les éléments de performance, ils ne changent pas avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle vous met à disposition le LLM et vous exploitez ces objets techniques qui, étant donné un besoin, vous fournissent un élément de réponse. Et cette expertise-là, ce niveau d'excellence, ce niveau de stabilité, ce niveau de coût, il est lié au service technique que vous allez solliciter. Et donc, quand vous requêtez votre data warehouse, en fait, vous allez taper sur BigQuery qui doit vous répondre avec une certaine vélocité, etc., etc. Donc, soit vous avez, en l'occurrence, pour ces use cases analytiques, on peut se permettre 10, 15, 20 secondes, enfin vous avez vu sur la démo tout à l'heure, on peut se permettre cette latence-là. Donc en fait, c'est adapté d'aller taper sur l'ensemble de BigQuery et l'ensemble des tables. Si vous êtes sur un use case très spécifique où il y a très peu de latence, en fait votre setup il va être différent. Vous n'allez pas aller taper sur BigQuery, vous allez aller taper sur une DB qui est beaucoup plus accessible. Et donc en fait, vous adaptez votre setup technique d'un point de vue tooling de façon à ce que derrière vos use cases puissent être supportés. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire notamment avec MCP
MCP, où en fait on va proposer l'ensemble de nos services data en Go, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que ça gère très bien ces mécaniques-là, et de façon à ce que derrière, il y ait une expérience qui soit top-notch et avec faible latence. Trop cool, trop cool. Mais écoute, merci beaucoup Thomas. Oui. Et Merci à vous. encore une fois, vous retrouverez la rediffusion de cette conférence en fait dans une dizaine de jours. On la mettra sur la chaîne CTO InShape. Toutes les conférences que vous allez voir aujourd'hui seront rediffusées. Donc n'hésitez pas à poser des questions et puis on essaiera d'y répondre même en différé si c'est possible, si on arrive à avoir les réponses.